À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur Demain l'Afrique. Vous avez certainement entendu parler de cette émission diffusée sur TV5. Nous avons été invités au Centre Africa, justement, lors de la projection d'un épisode de cette émission connue déjà. Nous nous sommes déplacés, puis c'était le sujet qui nous intéressait beaucoup plus, puisqu'on parle de Demain l'Afrique. On voulait comprendre, on voulait échanger avec l'équipe technique, avec le présentateur, avec les réalisateurs justement du contenu, du pourquoi même du contenu de ce genre d'émission qui met l'accent évidemment sur l'Afrique. Et on était content d'être sur place, donc vous aurez l'occasion d'entendre les différents commentaires, les différentes critiques. En fait, on aura l'occasion de rencontrer justement ceux qui ont réalisé cette émission, donc il est question de Demain l'Afrique. En deuxième partie de l'émission, mesdames, messieurs, nous mettons le cap sur une chronique que je présente et on met l'accent sur les pléonasmes en français. Ça vous dit quelque chose, les pléonasmes? On va revenir là-dessus. Et nous présentons également à cette émission le Festival des folklores et d'art traditionnels multiculturels qui a eu lieu donc dernièrement ici même à la salle Maurice. Et on avait en fait des groupes congolais qui étaient présents. Et nous étions également présents, du moins l'équipe de la télévision ici était également présent. Et vous allez d'ailleurs les voir dans les minutes qui vont suivre. Et évidemment, madame, monsieur, on termine le tout à cette émission et avec beaucoup de sourires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter l'épisode sur la ville de Dakar, au Sénégal. Vous découvrirez vraiment des jeunes idéateurs, designers, créateurs, rappeurs, surfeurs, artistes de cirque, tous des jeunes fiers de leur culture et de leur identité et qui ont envie de la partager au monde entier. Aujourd'hui, on parle de Dakar. J'ai envie de terminer en citant un proverbe wolof. Dank en dank ay japu kolotignai. Je ne sais pas si c'est des galets dans la glace. Lentement, on attrape le singe dans la brousse. Alors, longue vie à Demain l'Afrique, et c'est essentiel pour voir une Afrique rayonnante, positive, lumineuse et délétive. Ça va? Peux-tu me parler un peu de Saint-Cirque? On est dans un chapiteau. C'est quoi? C'est une troupe? C'est une école? C'est une association? C'est quoi exactement? Je ne sais, c'est une association, c'est une école aussi, qui est née depuis 2006 et qui forme pour la plupart des jeunes issus de milieux défavorisés. Et donc participe à la réinsertion sociale pour les jeunes qui veulent faire du cirque leur métier. Comment ça se passe de travailler justement avec des enfants qui sont soit dans la rue, soit qui sont à l'école coranique, parce que c'est souvent le cas? C'est très difficile, c'est différent des cours réguliers des enfants qui ont de l'éducation. Donc même pour nous, sur le plan pédagogique, c'est très difficile. On travaille avec des personnes qui n'ont aucune éducation et nous, on essaie de les éduquer. Donc on est des formateurs, on est des éducateurs. Et ça fait beaucoup de bien pour nous en tant que coach de voir qu'on a beaucoup d'influence sur les enfants de la rue. C'est quoi tes principaux défis en tant que coach quand tu travailles avec ces enfants-là? Alors, déjà, ça peut être qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter, mais surtout, ils n'ont pas l'habitude d'être écoutés. Pour le coup, ça nous permet de comprendre pourquoi certaines réactions et de voir comment parler avec eux pour remédier à ça. Tu te surnommes toi-même la reine des choris. C'est quoi le chori pour toi, dans ta définition alors? Ok, la définition du chori pour moi, c'est le symbole de l'identité ouest-africaine parce que le chori a joué un rôle très important dans les sociétés africaines depuis des siècles avant nous et ça a continué jusqu'à notre époque aujourd'hui et le chori continuera à représenter cette Afrique de l'Ouest. Comment ça se fait de se dire, ok, ça c'est un objet du quotidien, puis boum, j'ai l'idée d'en faire un objet d'art, un objet de mode? Ouais. Alors,
Ça, c'est venu, je pense, il y a quelques années, quand je voulais voyager pour aller au festival Chalewote au Ghana. Et c'est un festival très important, je pense que c'est un festival très fort culturellement au Ghana. Et je me suis dit, avec tout ce que je sais sur l'histoire du Kori, sur le rôle que le Kori a joué dans nos sociétés, et aujourd'hui, je me prépare à partir d'un festival qui a justement cette connotation-là, qui est une sorte de revendication avec plein d'événements autour de l'activisme et tout. J'ai senti que c'était le moment pour moi de porter une pièce en Kori. Et j'ai toujours voulu quelque chose de différent parce que pour moi, la différence, c'est une grande beauté. Donc je me suis dit, je ne vais pas porter un collier en Kori, je ne vais pas porter quelque chose de standard parce que c'est possible que je retrouve quelqu'un d'autre qui porterait la même chose. Je me suis dit, il me faut une couronne parce que je suis toujours définie comme une reine. Ouais. C'est une belle couronne d'ailleurs. Ouais. C'est une très belle couronne. Donc la reine avait besoin de sa couronne. Et c'est comme ça que l'idée de la première pièce en Kori est née. Et je me suis inspirée de toutes ces coiffes que j'ai pu voir dans mon enfance chez les danseuses thématiques qui viennent de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a énormément influencée dans ma démarche et dans la création de cette pièce. Ma question primordiale, c'est qu'est-ce qui a motivé votre choix de ces 10 villes en ébullition? On voulait faire les plus grandes villes, donc on a choisi Kinshasa, Lagos, Le Caire au départ. Puis après, on regardait ce qui était possible. Souvent, il y a des complications au niveau, par exemple, des déplacements ou au niveau des droits, des assurances, des choses comme ça. Donc, on a regardé ce qui était un bon équilibre entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et on ne voulait pas trop faire les endroits où ça avait déjà été trop fait. Par exemple, l'Afrique du Sud, qui est très touristique, on connaît un peu plus. On essayait d'aller dans des endroits qui étaient peut-être moins vus, mais en gardant l'endroit où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est ça, on est sur une chaîne francophone, donc c'est facile qu'on se dise on va faire tous les pays francophones. Mais déjà, les francophones, la plupart connaissent ces pays-là. Et donc moi, ce que je voulais aussi pour moi, très simplement, c'était montrer un peu d'Afrique de l'Est, aller découvrir cet endroit, l'Afrique centrale, montrer aussi un peu d'Égypte, parce que l'Afrique du Nord fait partie de l'Afrique, même si des fois on l'oublie, on la présente autrement. Et Dakar, le Sénégal, j'étais obligé d'y aller parce que ma mère est née là-bas et qu'elle m'aurait tué si je n'avais pas été. Aussi, on a visité l'Afrique portugaise avec Maputo au Mozambique. Ouais. Ça a été fantastique. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés? C'était quoi le challenge? Est-ce qu'il vous est arrivé pendant un tournage de dire bon, les gars ont pris bagage, on rentre? Bien, je sais que tantôt tu dis que tes caméramans sont très courageux, mais la question, c'est parce que peut-être que les gens dans cette salle connaissent l'Afrique, mais il y a beaucoup qui encore n'ont pas l'idée de c'est quoi l'Afrique. Peut-être c'est l'Afrique qu'on montre à la télé, où on témoigne, où on souffre, il y a de la misère. Mais moi, voir un documentaire pareil permet de voir une autre perspective, une autre rôle. Et ça c'est salutaire. Donc, c'est par rapport au défi. Et le profite pour dire, est-ce qu'il serait possible dans le futur qu'une structure comme la nôtre puisse avoir une collaboration avec vous autres? Voilà. Mais pour ce qui est des défis, je veux dire, c'est comme dans tous les tournages, que tu sois très loin ou ici, déjà le manque de sommeil, le décalage horaire, s'adapter à un nouveau pays à chaque fois, il ne faut pas sous-estimer ce bout-là. Un défi qu'on a eu là-dessus, c'est par exemple que Guillaume, sur le premier épisode, dormait très peu à Dakar. Donc tu vois, lui, il avait du problème à dormir. Et ça, forcément, ça a un impact après sur toute l'équipe. Et c'est là où tu dois vraiment tenir. Moi, je suis tombé malade deux ou trois fois durant tous les voyages. Mais tu n'as pas le choix que d'aller devant la caméra parce que tu ne peux pas attraper cette personne-là une autre journée. Donc tu vois, c'est beaucoup de combattre, parfois de la fatigue, parfois une maladie ou quelque chose comme ça. Thomas aussi a mangé un mauvais piment, je pense, à Dakar. Et le pauvre, on le soutenait parce qu'il devait tourner, mais je savais qu'il n'était pas bien. Et donc, on devient vraiment très proche, très vite. Puis, à ce moment-là, jamais on va se dire plier bagage parce qu'on est tous un peu, je pense, dans le même état d'esprit. Mais c'est important de se tenir et d'être très, très solidaire. Parce que ça devient ma famille quand je suis en voyage comme ça. Il n'y a personne d'autre que je vais appeler. Et je tiens aussi à ajouter, je lever mon chapeau à la gang de crinqués qui sont partis là-bas. On est parti en Afrique le lendemain de la fin du COVID. On devait partir
je pense, au mois début mars, puis le COVID est arrivé. Fait qu'on a attendu. Et dès que les pays ont ouvert leurs frontières, les gars sont partis, là, boum! Il y avait des pays qui nous ont accueillis, mais il y avait encore des contraintes de sécurité. Ouais. Mais Vincent, on va être honnête, en train de bloquer dans mon appartement à Montréal pour être à Dakar. Mais il y avait ça pareil à gérer. Puis le défi humain dont il a parlé, je pense que ça vaut la peine d'en ajouter une couche. C'est vraiment dans ces projets-là, il y a des centaines de décisions à prendre à chaque jour. Il y a souvent plusieurs visions, des fois des têtes fortes un peu. Donc Thomas a dû nous séparer plusieurs fois, non, c'est pas vrai. Mais ça a été le défi auquel j'ai réfléchi dès le départ, de me dire, OK, il faut que après 3, 4, 5 épisodes qu'on tourne, qu'on n'ait pas envie de se tuer. Puis ça, c'est super important en tournage documentaire parce que c'est des petites équipes, on est toujours ensemble 24 heures sur 24. À l'hôtel, on va aller manger ensemble. Donc, des fois, ça peut être épuisant, surtout quand il y a un manque de sommeil, des défis, des imprévus qui arrivent. Et puis là, on cherche notre direction à travers ça parce que tout n'était pas prévu depuis le début, comment on allait tout faire, cet assemblage-là, par exemple, le montage, il y avait des choses qui étaient encore floues dans ma tête, ça a pris un certain temps avant de se trouver tout ça, puis ça fait partie du processus de documentaire, on en parlait tantôt, le fait de scripter les choses, oui, on essaie de le faire dans la mesure du possible, mais c'est souvent pas possible, donc on fait ce qu'on peut. Donc, ça a été un magnifique défi humain, il a été vraiment très, très bien relevé. Plus les épisodes avançaient, plus on avait du plaisir. Et les 3 derniers épisodes, on a fait Maputo, Kigali et Addis Abeba. Ça a été fantastique, ça a été un magnifique voyage. On a réussi à trouver notre rythme, on a été un peu plus relax dans nos horaires et tout. Ça a fait que c'était extraordinaire. Votre titre m'interpelle. Demain, l'Afrique. D'abord, félicitations pour votre démarche. Ce qu'on a vu, le travail documentaire, journalistique est très bien fourni, très intéressant à regarder. Je me questionnais seulement sur la part de militantisme dans votre démarche. Montrer l'Afrique d'aujourd'hui avec un titre qui nous appelle à demain l'Afrique. Est-ce que c'était juste une démarche où vous aviez envie de montrer ce qui se faisait dans les capitales, dans les villes africaines, ce qu'il y avait comme dynamique, ou est-ce que vous êtes en train d'avoir une démarche militante? Quelle est la portion de militantisme de votre démarche? J'ai fait plusieurs documentaires, j'ai fait d'autres séries documentaires. Il n'y a aucun documentaire, aucune série documentaire, si vous parlez avec des gens qui sont nets, où on vous dira on n'a pas un parti pris quelque part. Ce que je trouve malhonnête, c'est de prendre un parti pris et ensuite de ne jamais le dire ou de jamais afficher mes couleurs. Moi, j'ai été très jovialiste sur cette série. Oui, on va montrer l'Afrique avec, même si on montre un problème, on va essayer de montrer la solution. Mais les couleurs sont affichées juste avec le titre. Il n'y a personne qui se dit qu'est-ce qui se passe ici. Donc, mais on a, même ça a été des débats qu'on avait, premier épisode, c'est de se dire, on parle de pollution, est-ce qu'on la montre? On est en train de parler de l'Afrique de demain l'Afrique, on veut montrer une image positive. Oui, mais on ne va pas non plus cacher la vérité. C'est pas parce qu'il y a des défis énormes, ici aussi il y a des endroits pollués. Il faut qu'on montre ce qui se passe, mais on va toujours essayer de se dire, si on parle d'un problème, il faut la solution derrière. On parle des enfants mendiants ici, qui a un gros problème à Dakar, on s'en cache pas. Mais c'est qui amène une petite solution pour régler, en tout cas, une partie de ce problème. Donc il y a du militantisme. Moi, je trouve que c'est pas du militantisme si on dit aux téléspectateurs, on ne prend pas pour des imbéciles. Voici où on se situe, voici notre démarche, suivez-nous, puis vous allez pouvoir tirer vos conclusions vous-même. Là, vous nous arrivez avec un titre, pour moi, est absolument extraordinaire. Je vois Demain de l'Afrique, et moi, je suis là depuis 1973. Depuis 1973 que je suis ici, que je suis les événements, la politique et tout sur l'Afrique, parce que mon papa était diplomate. Donc, j'ai été déjà là-dedans, chez nous. Donc, je suis. Et je vois Demain l'Afrique. Mais je suis content, justement, que pour une fois, on nous présente une nouvelle Afrique qui est optimiste, autrement. On ne présente pas cette vieille Afrique du passé. Sincèrement, je m'attends à ce qu'on me parle des questions réelles de l'Afrique. J'ai vu les skateboards, j'ai vu les artistes, j'adore les artistes, j'ai vu les épisodes sur Kinshasa, j'adore le contenu de ce qu'ils ont dit, c'est très, très enrichissant. Mais moi, comme Africain, comme Congolais, je vois autre chose.
Je m'attends à autre chose. Je m'attends à ce que, pour une fois, que TV5 se rend chez moi à Kinshasa, je m'attends à ce qu'on parle des vrais problèmes qui se passent là. Ce que je suis depuis longtemps, c'est-à-dire la situation politique, économique, sociale. Rentrer dedans, poser-leur des questions, demander des comptes aux autorités, que ce soit sur le plan public, économique, oser le faire. Dans tous ces pays-là, parce que c'est comme si tout le monde est muselé un peu. On en parle, mais on passe juste à côté. Alors, je m'arrête là. Ma question, est-ce que parce que vous avez peur, parce que les autorités n'ont pas osé accepter que vous leur posiez des questions réelles, donc on se dit, on passe à côté, on présente l'Afrique, on fait un petit clin d'œil à nos téléspectateurs, on parle de sujets très intéressants, bien sûr, mais à côté, moi, j'ai faim. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Alors là, je m'arrête là. Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit non, ne faites pas ça, alors on passe à côté? Voilà. Vous avez vu l'épisode sur Kinshasa? J'ai vu quelques effets, oui. Ah, donc vous n'avez pas vu l'épisode? Avec un costume, la ok, parce que on a commencé avec Inos B. Vous connaissez Inos B? Inos B, exactement. Il vient du Kivu, dans l'est du Congo. Si, ouais. On parle de 6 millions bientôt de morts. C'est des estimations. On parle de centaines de milliers de réfugiés. On parle de viols qui est utilisé comme arme de guerre. La question que j'ai posée à Inos B, c'est: tu viens d'une des régions les plus difficiles du monde. Comment ça se fait que tu fais de la musique aussi positive? Il m'a dit lui-même de ces mots. Vous savez, quand on est dans la merde, on n'a pas envie de dire français tout le temps. Ça, c'était la première réponse. La deuxième, c'est, je vous ai dit, on a rencontré Maud Salomé Ikila, qui est la chef des communications du docteur Mukwege. Et elle nous a expliqué un peu c'était quoi le travail à cet hôpital. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il soignait ces femmes-là par l'arme de guerre? Donc, pour répondre simplement à la question, personne ne nous a jamais dit dites ça ou dites pas ça. On allait en Égypte, on a parlé du harcèlement des femmes. Mais plutôt que de faire comme tous les journaux télévisés que je vois sur l'Afrique, où tout le temps on nous dit qu'il n'y a que ça, ok, et que c'est tout le temps ces trucs-là. Moi, si j'avais voulu être présentateur d'un journal télévisé, je n'apparaîtrais pas habillé comme ça avec une casquette. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas mon rôle à moi. Par contre, on n'a pas non plus caché, mais il n'y a personne qui nous a muselés. Et je pense que c'est très important que les gens fassent ce que vous dites. C'est pas notre rôle à nous, c'est pas le mien. Et en tout cas, quand je le faisais, j'essaie de le faire autrement qu'on le ferait dans un journal télévisé. Vous savez, des réponses d'ambassadeurs, des réponses de diplomates, de politiciens, on en a par-dessus la tête quand c'est l'Afrique. Et ces réponses sont écrites d'avance. Et nous, on essaie juste de poser des questions et d'avoir les réponses qu'on nous donnait au moment où on nous les donnait aussi. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Nous sommes en plein cœur de Montréal et nous sommes au centre Africa. Ce soir se tient en fait une réunion absolument spéciale. On parle d'une émission présentée par TV5, le titre « Demain, l'Afrique ». En fait, moi, je me pose la question comme Africain. Quand on me dit « demain, l'Afrique », ça veut dire comment est-ce que je perçois l'Afrique de demain. Alors, nous avons ici avec nous un grand monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport en fait à ce qu'on a entendu ce soir. Pour moi, en regardant ces documentaires, une question me venait. Est-ce que l'Afrique a encore des modèles? Et je pense que les réalisateurs et son équipe ont essayé de répondre à cette question. Est-ce que l'Afrique a encore des modèles? On nous a montré des jeunes gens, des artistes, qui font quelque chose de positif et qui sont conscients qu'ils contribuent à la vie de leur pays, à la vie de leur ville. Et aussi, il y a un jeune en particulier que j'ai vu, un rappeur, qui se disait « J'aimerais être le modèle pour les jeunes qui sont dans mon quartier ». Parce qu'il restait encore chez ses parents et il voulait devenir vraiment le modèle des jeunes de son quartier. Alors oui, l'Afrique a encore des modèles sur qui on peut compter. Des jeunes qui sont rentrés chez eux. Je vois une jeune dame qui disait « J'étais en France, j'ai fait les études de droit. Après, un clic m'a dit qu'il faut que je rentre chez moi au Sénégal. C'est là que se passent les bonnes choses. » Elle est rentrée, elle a réussi. Alors, je pense que c'est une invitation, même à tous ceux qui sont en diaspora, ceux qui souffrent en diaspora, de se demander est-ce que ça vaut la peine de souffrir ici ou bien d'aller apporter quelque chose de nouveau
à l'Afrique de demain? Moi, en tant qu'Africain, ma question est directe ici. Demain, l'Afrique. Demain, l'Afrique. Quelle est votre vision? Quelle est votre lecture, en fait, de ce continent lorsqu'on nous dit demain, l'Afrique, objectivement parlant? J'ai travaillé beaucoup avec la jeunesse. Hein. J'ai été formateur de la jeunesse pendant longtemps. Quand je suis rentré chez moi après plusieurs années à l'extérieur, hein, je croyais que les jeunes de chez moi, quand je les entendais parler, hein, n'est-ce pas, leur français n'était pas bon, ils avaient de la peine à formuler leurs idées, je croyais qu'ils n'étaient pas intelligents, n'est-ce pas? Mais quand j'ai commencé à travailler avec eux, hein, chez moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle Espace étudiant, où les étudiants de toutes les facultés pouvaient se rencontrer. J'ai réalisé, après une année, qu'il y avait beaucoup d'espoir en Afrique. Donc, je n'ai plus peur. Pour moi, aujourd'hui, en regardant la jeunesse de chez moi, je n'ai plus peur de l'avenir de l'Afrique parce qu'ils ont pris conscience qu'il faut qu'ils se bougent pour que les choses arrivent. Alors, j'ai de l'espoir pour l'Afrique. Durant un épisode de l'émission, ça se passe à Kinshasa, j'ai suivi par hasard, il y a un jeune qui dit, à l'époque, chez nous, c'est les vieux, c'est tout le temps les vieux qui parlaient, c'est tout le temps les vieux qui avaient le monopole de la décision, de la parole. Et quand les vieux parlaient, il fallait que les jeunes se taisent, parce que les vieux savaient. Aujourd'hui, on a remarqué que des jeunes réussissent très bien et parviennent même à aider les vieux. Et on se dit, mais il est temps peut-être qu'on puisse changer notre vision quelque part, c'est-à-dire ne plus seulement voir le monde entre vieux et jeunes, mais voir les jeunes comme des personnes humaines, en fait. Je pense que c'est déjà fait dans beaucoup de familles. Hein. Vous voyez, je suis originaire de la RDC. Hein, et j'ai vu l'autorité des vieux dégringoler énormément, tout simplement parce que avec les salaires qu'ils avaient, ils n'arrivaient pas à nourrir même leur famille, à les vêtir, à les soigner. Et ils n'avaient aucune autorité sur leurs enfants. Et les enfants ont appris à se débrouiller. Hein? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes, grâce à leur travail, hein, ce qu'on appelle la débrouillardise, ils arrivent à prendre en charge leur famille, même leurs parents, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même vu que le respect des vieux reste là quand même. Hein, ça, c'est une valeur que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas perdre. Parce que tout jeune, même quand il veut s'engager pour la vie, se marier ou quelque chose, il recourt encore à ces vieux-là parce qu'ils savent qu'ils ont une parole pour lui. Ils ont quelque chose à lui dire, quelque chose à lui transmettre. Et ça, c'est positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les richesses qui font des choses, mais il y a cette vie ensemble, cette continuité de tradition qui aussi peut nous aider à nous relever. Parce que si on jette toute notre tradition, on n'arrivera plus à rien. Hein? Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans avenir aussi. Voilà un peu ce que je pense. Je ne vais pas vous laisser partir. La tradition. Est-ce que la tradition, est-ce que c'est si important? Est-ce que la tradition, c'est vraiment l'identité, la racine même identitaire d'une personne? Ou est-ce que faut-il aussi, en Afrique, certains experts parlent du fait de tradition comme handicap au développement de certains pays, africains entre autres. Est-ce que la tradition, c'est toujours bon en cette époque de 2023 ou est-ce que pour nos pays, il serait peut-être temps d'essayer de mettre de côté un peu les traditions pour opter vers un monde un peu plus universel? Qu'est-ce que vous dites de cela, vous? Mettre de côté les traditions, c'est ce que le colon a fait chez nous. Donc, il nous a convaincus que nos traditions étaient mauvaises, n'est-ce pas? Mais quand je suis arrivé ici au Québec, la première chose, on m'est tombé dessus en me disant qu'il faut que je m'intègre à la société québécoise, que j'apprenne les choses québécoises, même leurs traditions, n'est-ce pas? Alors, je me suis rendu compte que oui, il y a une arnaque quelque part. Hein? Alors oui, la tradition est importante pour chaque peuple, n'est-ce pas? Moi, j'ai travaillé 15 ans en Afrique de l'Ouest, au Mali. S'il n'y avait pas les traditions au Mali, ce pays ne serait pas aussi fort qu'il est aujourd'hui.
Hein. Il a connu ses déboires, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé dans la politique, mais quand tu trouves un Mali dans son village, il est authentique. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est comme ce qu'il faisait il y a des siècles. Donc la tradition, pour moi, elle est importante pour l'identité d'un peuple, pour la fierté d'un peuple, n'est-ce pas? Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que certains Africains, quand ils perdent leur tradition, ils imitent très mal la tradition des autres. Voilà. Oui, bonsoir, je suis Rita Toutan et j'ai eu l'occasion de vivre en Afrique pour plusieurs années, surtout en Afrique de l'Est, en Tanzanie. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai manqué quelques parties, je devais sortir, mais j'ai beaucoup apprécié le tournage qu'on a pu voir. C'était vraiment un honneur et quelque chose de très bien. Et j'ai beaucoup appris aussi sur la façon de faire, comment les équipes se sont soudées ensemble pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. D'abord, entre les relations entre l'équipe et avec les peuples. Quand on parle de demain, l'Afrique, pour vous, ça représente quoi exactement? Ce que c'est surtout la jeunesse qui est actuelle, qui est dynamique et qui veut faire quelque chose pour l'Afrique parce qu'ils voient des opportunités que peut-être que les plus anciens ne voient pas maintenant, mais eux voient qu'il y a beaucoup de dynamisme, de richesse et qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Alors j'apprécie ça beaucoup. Et on aimerait quand même connaître les commentaires des personnes qui ont travaillé justement sur ce grand projet. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes monsieur? Thomas Fontaine. Et vous avez travaillé évidemment avec... J'ai fait la caméra sur les épisodes de Dakar et d'Abidjan. Alors c'est quoi votre expérience avec l'Afrique comme telle? D'aller là comme ça, là, avec un projet comme ça? Pour moi, c'était très excitant parce que, d'un, je n'étais jamais allé à Abidjan ni à Dakar. C'est deux villes très connues, très importantes. Puis, de pouvoir les visiter à travers le regard du réalisateur Guillaume et de l'animateur Raed, c'était quand même très intéressant parce qu'on avait des journées très chargées de rencontres de gens importants, de gens qui sont influents, qui ont des gros apports à la culture. Fait que pour moi, j'étais un peu choyé d'être aux premières loges, de juste voir tout le monde, puis d'écouter les entrevues tout en filmant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes madame? Isabelle Leblanc. J'ai fait la direction de production sur la série. J'ai été aussi au voyage avec l'équipe. Puis je suis un peu de la même avis que Thomas. J'ai eu la chance de rencontrer les gens, de faire les prises-entrevues, de parler avec les fixeurs là-bas, de vraiment organiser tout le tournage. C'est moi qui faisais les horaires. Et j'étais vraiment beaucoup impliquée. Guillaume, c'est mon bon ami. On est très proches et ça a juste bien à donner qu'on travaille ensemble là-dessus. J'avais déjà été en Afrique au préalable et la vision de Raed et la vision que j'ai moi-même de l'Afrique. Donc, c'était vraiment un plaisir de travailler avec Guillaume, avec Raed et toute l'équipe de TV5 Zone 3. En fait, Demain l'Afrique, c'est l'Afrique d'aujourd'hui et celle de demain. C'est la représentativité de la jeunesse, dynamique, à tout point de vue, dans tous les secteurs, de la technologie, de l'industrie culturelle, de la musique, de tous les secteurs qui existent. Et c'est les talents de la jeunesse qui sont mis en exergue. L'intérêt de Vue d'Afrique? L'intérêt de Vue d'Afrique, c'est qu'on est partenaire de TV5 depuis 1988, que nous-mêmes, Vue d'Afrique, par le président, directeur général et fondateur de Vue d'Afrique, Gérard Lechêne, avec ses amis, ils étaient 5 au départ, ils voulaient tous montrer le côté de l'Afrique et des pays créoles le plus positivement possible. Donc c'est comme ça qu'est née Vue d'Afrique, pour montrer et donner envie aux gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de voir la valeur ajoutée de ce que nous sommes, de voir les talents que nous avons et de les démontrer. Lorsque vous entendez un titre, Demain l'Afrique, nous sommes à Montréal, vous et moi, on mange, on boit, on vit. Dites-moi, pour vous, quelle est votre lecture, objectivement parlant, quand on parle de Demain l'Afrique? Comment est-ce que vous percevez ce continent? Pour moi, le titre est très fort parce que c'est le positionnement stratégique du continent. Notre magnifique continent qui mérite de faire valoir tous les talents de nos jeunes, des générations qui nous ont inspirés et de nos ancêtres ou de nos aînés
Donc pour moi, c'est un positionnement stratégique de dire, dans tous les 5 continents, maintenant, c'est au tour de l'Afrique de rayonner. Voilà pour moi ce que c'est demain l'Afrique. Pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé premièrement à vouloir parler de l'Afrique, mais montrer l'Afrique autrement que ce qu'on nous a toujours montré finalement? D'abord, merci. Puis le privilège, il est à moi, l'honneur est pour moi. Moi, je suis né au Niger. J'ai vécu 16 ans là-bas. Ma mère, elle est libanaise d'origine. Elle est née au Sénégal. L'Afrique de l'Ouest, le Niger, dans mon cas, ça m'a tout donné. Toute mon ouverture sur le monde, je dois beaucoup, même ma famille doit beaucoup à l'Afrique. Quand je suis arrivé au Canada, chaque fois que je regardais les nouvelles, je tombais sur la guerre, la misère, les safaris. Et bien sûr, ça existe, on ne va pas s'en cacher. Mais je me suis dit, c'est dommage que les gens qui sont de ce côté du monde, qui n'ont jamais eu l'occasion d'y aller par eux-mêmes, ne savent pas qu'il y a de la chaleur humaine, qu'il y a beaucoup d'entraide, qu'il y a du partage, qu'il y a de l'innovation, qu'il y a une culture musique, cinéma énorme. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes qui font du rap à New York s'inspirent de ce qui se fait à Lagos au Nigeria. Et c'était ce changement de paradigme que je voulais essayer de capturer quelque part en prenant l'angle de la jeunesse et des grandes villes, parce que d'ici la fin du siècle, 13 des 20 plus grandes villes du monde seront africaines. Et c'était ça que je voulais essayer de capturer. Entre l'époque où vous avez quitté ce continent-là, dans votre jeunesse, ou le moment où vous êtes retourné aujourd'hui, avez-vous réellement senti, comment dirais-je, un progrès réel dans la jeunesse? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que beaucoup parmi eux n'ont pas la chance d'avoir fait des grandes études à cause des problèmes de famille et autres, ils n'ont pas d'argent, tout ça. Mais quand même, l'intelligence et la débrouillardise, ils parviennent à faire des choses, ils sont brillants. Avez-vous senti que réellement, il y a un changement par rapport à cela? Mais je pense que vous avez mis le doigt dessus. Ce qui a beaucoup aussi changé, au-delà de la débrouillardise, etc., c'est Internet. Internet est en train de permettre à l'Afrique de faire un bond de 50 ans dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs étapes préalables qu'on va devoir passer. Les Africains peuvent aujourd'hui, grâce à Internet, faire beaucoup de choses par eux-mêmes. Et c'est ce que m'a raconté cette jeunesse. Moi, quand je suis parti, comme vous le savez, on quittait parce qu'on voulait faire de bonnes études, parce que nos parents se sacrifiaient pour ça. Il faut que tu immigres, il faut que tu fasses un diplôme. Jamais on se disait, on va pouvoir mettre à contribution ce diplôme dans le pays d'où on vient. Aujourd'hui, je vois les jeunes qui partent, qui étudient à l'étranger, qui prennent le meilleur, mais qui repartent chez eux pour bâtir. Et ça aussi, c'est un changement de paradigme. Et je le répète, Internet est en train de permettre à toute une génération de dire, hey, l'étranger, on n'a pas besoin de votre aide, il ne faut pas nous prendre par pitié. Et les papas en haut, les grandes générations, on n'a pas besoin de votre aide non plus. On fait les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et c'est tant mieux comme ça. Donc pour vous, votre constat, demain l'Afrique, on peut espérer que c'est positif quand même. C'est extrêmement positif. Et demain l'Afrique, c'est aujourd'hui en fait. Malgré la misère. Tout à fait. Je pense que les nouvelles générations, et c'est ce qui m'étonne toujours sur la jeunesse, sont beaucoup plus conscientes de ces enjeux-là et aspirent à beaucoup plus d'égalité et d'équité dans la redistribution. C'est pas normal qu'au Congo, la moitié des gens vivent avec moins de $2 par jour alors que c'est l'un des pays les plus riches de toute la Terre. C'est pas normal qu'au Gabon, des gens dorment sur du diamant mais n'ont pas assez parfois pour acheter des médicaments. Et ça va être en train de changer, ça va venir avec des défis importants. Moi, je viens du Niger, il y a eu un coup d'État, on a viré la France, ça cause des problèmes d'électricité, etc. On ne peut pas vivre en 2023 comme à l'époque de Sankara, mais ces idéaux-là, il faut qu'on arrive à les concilier avec le monde moderne. Et je pense que les seuls qui peuvent y arriver, c'est les jeunes générations qui sont derrière nous. Bonjour. Alors, vous êtes le caméraman, la personne le réalisateur qui a permis vraiment à ce que tout ça se soit fait. Dites-moi, ce n'était pas votre première expérience avec l'Afrique? Non, j'ai fait une série qui s'appelle Tribal, qui est aussi sur TV5. On est allé voir des communautés nomades un petit peu partout sur la planète, mais beaucoup en Afrique. J'avais déjà fait quelques voyages aussi, donc j'ai assez bien vu l'Afrique. Je pourrais pas dire que je suis un spécialiste parce que je reste jamais très longtemps, mais voilà. Dites-moi, le contact, comment ça se fait parce que quand on arrive quand même d'un pays, je dirais super aseptisé, comme le Canada, comme le Québec, et qu'on débarque dans ces pays-là, il me semble qu'il y a quand même un choc absolument incroyable, non seulement physiquement, mais les gens que vous rencontrez, la manière de fonctionner, de régler certaines choses, je ne sais pas moi. Moi, j'aime les gens. Donc, je pense que ça aide. Les gens sentent quand on les aime, quand on sourit. Donc, de façon générale, moi, je suis assez bien reçu dans les endroits où je vais. Puis, j'ai vraiment senti que l'énergie en Afrique était très ouverte à ça. Elle est très ouverte à du positif, à du sourire, à du bonheur. Donc, les gens, de façon générale, en Afrique, m'ont super bien reçu. Moi, j'ai eu que des expériences positives.
j'adore les Africains, j'adore le continent au complet. Je trouve que c'est, avec ses 2000 langues et cultures, c'est le plus diversifié sur la planète et certainement le plus... là où il y a le plus d'extrêmes de tout. La couleur, c'est absolument magnifique. La végétation, les gens, tout est là. Évidemment, les problèmes aussi, puis il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus. Mais pour moi, l'Afrique, c'est extraordinaire, puis les expériences que j'ai eues ont tous été très positives. S'il fallait, disons, recommencer, en fait, vous allez continuer, quoi. Pardon? S'il fallait recommencer, vous allez continuer. Ben oui, absolument, absolument. Ben oui, faut continuer. Il reste plein d'endroits à découvrir, il reste des pays à montrer, il y a des rencontres à avoir. Oui. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que l'on parlait, en fait, les grands médias parlaient très peu, ou l'on parle généralement très peu de ce continent, en dehors des crises, soit politiques ou des crises endémiques comme telles. C'est un peu comme si ces continents-là n'existaient pas en dehors de la misère comme telle. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Ah ben moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais je pense que les gens passent à côté de quelque chose. Je pense que les gens manquent beaucoup en ne sachant pas tout ce qu'il y a à voir en Afrique, en ne connaissant pas le beau de l'Afrique. Puis je pense que ça mérite d'être découvert, puis c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. C'est pour ça que Raed a lancé ça. Je pense que le monde entier gagnerait beaucoup à entendre plus parler de l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.